Bonjour, où sont les anglophones? Serait-on tenté de se demander au regard de la préparation du grand dialogue national convoqué lundi prochain par le président de la République? D'aucuns parlent carrément de la francophonisation du grand dialogue national. Cette remarque est-elle fondée? Nous poserons la question à notre invité, Aya Abiné, président de la fondation Aya, la plus importante à œuvrer sur le terrain depuis le début de la crise il y a 3 ans. Aya Abiné, bonjour. Bonjour, M. Bruno. Alors, le grand dialogue national annoncé par le président de la République, est-ce que vous y serez? Non, il ne serait pas. Vous n'y serez pas? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, il s'agit du showbiz, ça ne va rien résoudre. Alors j'essaye de comprendre, je suis un peu surpris parce que je l'ai rappelé en introduisant cette émission, vous êtes le président de la fondation Aya. C'est exact. Voilà, qui est très impliqué sur le terrain humanitaire depuis 3 ans que cette crise a commencé. Et voilà, vous avez vécu toutes ces atrocités. Ce dialogue, c'est pour amener la paix et je suis surpris que vous n'y preniez pas part. C'est quoi le problème? Je commence avec le discours du chef de l'État. Oui. Bon, je n'étais pas particulièrement surpris par ce discours parce que je m'attendais à exactement ce même scénario qui prévaut depuis 3 ans, je pense. Oui. Il nie le problème dans son discours. Il va même plus loin. Non seulement il emploie certaines phrases qui sont très provocateurs comme soi-disant marginalisation des anglophones, mais il déclare au peuple camerounais que les anglophones doivent se contenter de ce poste de Premier ministre qui leur revient depuis, je sais pas, 3 décennies. Depuis 92. Depuis 92. Donc, pour lui, la crise, ce n'est même plus la crise, ça a dépassé le stade de la crise, c'est une guerre. La guerre anglophone se résume autour des postes. Il va même plus loin. Il dit aux anglophones qu'ils ne peuvent pas avoir assez de postes pour chaque village, chaque quartier et chaque famille. Donc, pour lui, il n'est pas question de régler une crise parce que pour lui la crise n'existe même pas. Donc, le soi-disant dialogue national pour moi, c'est juste, peut-être ça relève du showbiz. Peut-être le gouvernement subit des pressions de nos collègues, nos partenaires à l'étranger et ils veulent faire semblant de régler une crise. Si le chef d'État voulait vraiment régler la crise, je pense que ce n'est pas le cas, il aurait commencé par une déclaration de cessez-le-feu. On ne peut pas parler de paix et on prône plutôt la guerre. Au lendemain de sa déclaration, le nombre de soldats, de nos soldats, se sont quadruplés dans les régions anglophones. Donc nous parlons guerre, mais nous parlons paix, mais nous prenons plutôt la guerre. Donc la crise pour moi, c'est un non-événement. Et je serai là après la crise, et des mois et des années même après. Après le grand dialogue. Après le grand dialogue, vous l'avez dit. Et des semaines et des mois et des années après, pour vous rassurer de ce propos que je tiens ici aujourd'hui, c'est du showbiz. Alors, mais dans le discours du président de la République auquel vous faites allusion, il a quand même essayé de tendre la main à toutes les parties prenantes dans cette crise. Il a demandé que les personnes qui sont encore dans les brousses, c'est-à-dire les combattants, viennent à la table de la discussion. Il a appelé toutes les composantes sociales au Cameroun pour venir à cette table des négociations. Ce n'est pas suffisant pour vous? Nous sommes dans un pays extraordinaire, M. Bruno. Nous mettons toujours les charrues avant les bœufs. Oui. Donc nous commençons à couper l'arbre à partir du haut. Le minimum de signes de bonne foi passera par une déclaration d'une cessez-le-feu. Ça commence par un cessez-le-feu. On cesse de tirer l'un à l'autre. C'est-à-dire que après, vous attendiez que le président de la République demande qu'il y ait un cessez-le-feu de part et d'autre. De part et d'autre. Oui. Des deux camps. Oui. Parce qu'il y a une guerre, il y a 2 personnes qui luttent. Les 2 camps baissent les armes. Nos soldats et les séparatistes. Oui. Après cela, on passe à ce soi-disant désarmement. On parle du grand dialogue national. Non. Oui. On parle du désarmement. Désarmement depuis combien de temps? Je pense 2 ans, quelque chose comme ça. Oui. Donc il y a guerre. Et vous demandez à ceux contre qui vous luttez de baisser les armes, alors que vous, nos soldats continuent à tuer les civils et tuer les groupes armés. Donc on met toujours les charrues avant le bœuf. Ça passe par une déclaration forte. Cessons le feu. Après cela, nous pourrons dialoguer pour voir dans quelle mesure nous pouvons... Bon, j'irai même plus loin. Oui. Vous dites qu'il a tendu la main.
aux séparatistes, ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont en Brousse. Oui. Je me rappelle, sauf si je me trompe, qu'il y a un mandat d'arrêt international qui prévaut toujours sur la tête de ces personnes-là. Ça n'a pas été retiré par l'État. Donc nous disons à ceux-là de venir pour qu'on les arrête et on les met au CED ou à Konegi. Alors que non, c'est du ridicule. Ça ne va rien changer, ça relève du showbiz. Voilà comment on tend la main. Nous connaissons ceux qui sont les leaders de ces crises, ils sont à Kondengi. Tendre la main voudrait dire la libération de ceux-là qui sont les têtes qui se sont auto-déclarées, si je peux le dire ainsi, le président et le cabinet de l'Ambazonie. Donc pour vous, parmi les préalables, il lui fallut la libération de Ayou Tabé et compagnie. Absolument. Oui. Et si nous voulons tendre la main, on tend la main à ceux-là qui dirigent la guerre, bien étant en prison, et non au peuple camerounais, surtout les régions anglophones qui n'ont rien à y voir avec la crise. C'est l'État qui a déclaré la guerre et non le peuple francophone. Alors vous avez observé comme tous les Camerounais depuis pratiquement 2 semaines toutes ces personnalités qui défilent dans les services du Premier ministre pour consultation. Comment avez-vous trouvé ces consultations du Premier ministre? C'est un grand du n'importe quoi. D'abord, le Premier ministre, je reviens sur le discours du chef de l'État, lorsqu'il parlait du poste de Premier ministre, que ça revient aux anglophones. Le Premier ministre est, je pense, 5e personnalité, ou peut-être 6e personnalité même de l'État. Nous avons le président de la République, francophone, secrétaire général de la présidence, francophone, président du Sénat, francophone, président de l'Assemblée nationale, francophone, président du Conseil économique et social, francophone. Et maintenant, un petit gars, Premier ministre, qui ne vaut rien du tout. Est-ce que lorsque le président, les ministres, comme le ministre de la Finance, le ministre de la Défense, est-ce que lorsqu'il parle le Premier ministre est inexistant? Nous avons vu les petits ministres, je mets ça entre parenthèses parce que tous les ministres sont grands, ils ne sont pas petits, mais les petits ministres quand même par rapport à la primature, dit à monsieur le Premier ministre, taisez-vous. Il n'y a pas eu de sanctions. Le même décret nomme le Premier ministre que les autres ministres. Donc le Premier ministre n'existe pas. Ouais. De deux, il est partie prenante. Il est juge parti. Il représente le président de la République, nommé par le président de la République. Il n'est pas qualifié pour mener quelconque, je ne sais pas si c'est un dialogue ou c'est une tontine nationale. Il n'est pas capable, il n'a pas habilité. Il faut des personnes neutres. Comme le cardinal Toumi, il y a plein de ces gens, bien que je ne suis pas trop fan de ce monsieur-là. Bon, le cardinal Christian Toumi est peut-être neutre pour vous, mais pour les autres, il a pris fait cause pour les raison pour laquelle il y a des voix qui se lèvent qui disent qu'il faut des médiateurs internationaux. Eux, quand même, peuvent être une garantie. Monsieur Bino. Oui. 1961, 1972, tripartite, All Anglophone Conference 1, All Anglophone Conference 2. Jusqu'à nos jours, les résolutions de ces conférences ne sont pas appliquées. Les résolutions fautes. Quelle est la garantie que toutes ces résolutions, s'il y aura même des résolutions qui vont attaquer les causes et non les conséquences, seront appliquées? Où est la garantie? Donc vous voyez qu'il n'y a pas cette confiance. Oui. Le peuple a perdu confiance à tous les dirigeants. Donc toutes ces consultations, tous ces grands dialogues nationaux, ça relève du showbiz. Ça ne va rien résoudre. Alors il n'empêche, Aya Abiné, qu'il y a quand même un certain nombre de symboles. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais il y a quand même un certain nombre de symboles qui entourent ce grand dialogue national, présidé par le Premier ministre qui est anglophone, le porte-parole du grand dialogue national, George Ewane, journaliste anglophone également. C'est peut-être quelques signaux, non, aussi petits soient-ils. Comme je disais tantôt, le Premier ministre, en fait, dans un pays sérieux, dans le pays sérieux, ce poste sera tout simplement radié. En fait, on fait même quoi avec tous ces ministères-là? Un petit pays de 25 millions d'habitants avec 60, combien de ministères? Les premiers gens qu'on doit balayer, c'est le Premier ministère. Il ne sert à rien du tout. Il n'a pas habilité, il ne peut pas. Attends, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai vu même des gens proposer à monsieur le Premier ministre d'inclure dans les propositions de ce grand dialogue la forme de l'État, les débats sur la forme de l'État, les débats sur la rotation de la présidence. Il a dit que non, tout cela ne sera. Donc, ils ont déjà les résolutions arrêtées. Attends un peu. Nous allons tenir un grand dialogue national pendant 4 jours. Donc, quelle que soit la profondeur de la pensée de ceux qui vont venir avec la profondeur et la sagesse de la pensée de ceux qui vont venir avec les contributions, quelle que soit la profondeur, on sait déjà que ça va durer pendant 4 ou 5 jours. Et après ça, c'est arrête, stop. Tout est déjà connu d'avance. C'est comme les élections, hein? C'est comme les élections dans notre pays. Tout est déjà connu d'avance. C'est une perte de temps. C'est le gaspillage de l'argent de contribuable. L'argent peut contribuer, peut construire les hôpitaux.
c'est le gaspillage. Est-ce que les gens comme vous, qui sont sur le terrain, qui connaissent très bien cette crise, qui discutent avec des populations, ne sont pas en train de perdre une belle occasion de pouvoir s'exprimer sur cette crise-là à Yabine? Il y a guerre entre deux camps, oui, entre les séparatistes et notre État. Oui. Ceux qui doivent être réunis autour d'une table, c'est le gouvernement et les leaders de ce mouvement d'humeur qui se passe là-bas. Et non, nous serons peut-être les spectateurs. Oui. Tant que ces deux personnes se réunissent pas autour de cette table, nous perdons le temps. Mais oui, justement, c'est la crise. La crise, c'est d'abord celle des anglophones. Et c'est justement la crise anglophone qui a suscité la convocation de ce grand dialogue national à l'exclusion que l'on revendique depuis 3 ans déjà. Et aujourd'hui que le président de la République daigne enfin convoquer ce grand dialogue, vous n'y allez pas. Comment est-ce que vous allez faire pour comment est-ce que vous allez procéder pour faire entendre vos desiderata à l'ensemble des autres Camerounais qui ne connaissent peut-être pas très bien cette crise? Ceux qui sont censés être autour de la table ne sont pas invités, c'est ce que je disais tantôt. Oui. C'est ceux-là qui doivent expliquer à Monsieur le Président. J'aurais dû peut-être commencer par là. Est-ce que la Fondation Aya a été invitée au Grand Dialogue? Non, non, jamais. Vous n'avez pas reçu d'invitation? Non, non, non. Oui. En fait, le gouvernement, depuis 3 ans, fait tout pour nous empêcher de mener même nos activités. Donc, ça devait être extraordinaire de recevoir une invitation. Mais si on vous avait invité, vous seriez parti? Non, pas du tout. Ça ne sert à rien du tout. Je vous ai dit tantôt. Oui. Ceux qui doivent être autour de la table ne sont pas invités. Oui. Ils ne sont pas loin. Ils sont juste ici à Kondengui. 150, 200 francs. Nous sommes là. On les invite autour de cette table. Tant que ces messieurs ne sont pas sur la table, nous sommes en train de renvoyer des problèmes. Nous sommes en train de couper les branches en espérant que l'arbre va tomber. Oui. Nous devons, si on vous envoie, monsieur Bruno, vous êtes un journaliste brillant, si on vous envoie mener une enquête, imaginez que vous êtes dans le corps médical, on vous envoie peut-être à Yokadouma, il y a une épidémie de choléra là-bas. Oui. Et on veut que vous trouviez des solutions à long terme. Vous allez passer tout votre temps en train de soigner les victimes du choléra ou attaquer les causes du choléra. Donc c'est ce que nous voulons faire, et ce qu'on fait d'ailleurs depuis 4 décennies. On attaque les conséquences. Alors, nous devons attaquer les causes. Pourquoi est-ce que ces gens ont atteint le niveau où ils ont pris l'État, les armes contre l'État? C'est ça la question. Oui. On est bien d'accord. Ça fait 3 ans que cette crise dure. Le dialogue, on aurait dû le faire dès le début. On ne l'a pas fait. Maintenant, il est convoqué. Vous estimez que ce dialogue ne va pas ramener la paix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si le président de la République, notre président, bien que je n'ai pas voté pour lui, je ne vais jamais voter pour lui, s'il veut résoudre la crise, ça commence par une déclaration solennelle, enfin une négociation, parce que les armes maintenant sont en jeu, pour un cessez-le-feu. Ça commence là-bas. Dès qu'il y a cessez-le-feu, la confiance c'est naturel. Hein? La confiance remonte naturellement au sein de la population. Ah, donc le monsieur, si peut-être maintenant il va résoudre la crise. Et après, qui sont ceux qui parlent au nom du peuple? Tous ceux qui sont invités là-bas parlent au nom de qui? Même Maître Agbobala, il n'est pas suivi. Sauf si vous voulez dire que c'est lui qui encourage les enfants de prendre les armes, de tuer nos soldats. Non. Mais Jacques Anatomy, il parle au nom de qui? Ceux qui parlent au nom de ceux qui ont pris les armes contre l'État, qui ont mis l'État à nu, qui ont détruit l'économie de l'État, sont à Kondengui. Tant qu'ils ne sont pas consultés, tant qu'on ne les écoute pas pour les demander, ne serait-ce que faire semblant de leur demander pourquoi, comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise, on perd le temps précieux, le temps et les ressources précieuses. À Yabine, 2000 morts, plus de 550 000 déplacés, des atrocités qu'on ne pourrait même pas décrire ici, et vous connaissez mieux que personne les atrocités que les populations vivent dans ces régions-là. Vous y êtes, vous y travaillez tous les jours, vous connaissez la situation mieux que personne. Il faut bien que ça s'arrête. C'est trop. Alors, qu'est-ce qu'il faut, je reprends ma question, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cela s'arrête? Parce qu'on a l'impression que toutes les différentes parties campent sur leur position. Le gouvernement, cela peut ne pas vous plaire, mais a fait un effort avec ce grand dialogue national qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est déjà quelque chose. Alors, du côté anglophone, des séparatistes, qu'est-ce qu'ils font? Je suis en contact avec la population au quotidien. Oui. Je vous réitère ce que je disais tantôt, et c'est la voix de la population. Oui. Tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu, on perd le temps précieux pour rien du tout. Cette guerre risque de durer pendant des décennies, sauf si nous prenons les bonnes décisions, les décisions fortes.
cesser le feu. Ça commence par ça. D'abord, absolument, ça passe par là. Pour essayer d'installer un climat de confiance. Absolument. Mais les gens pensent que c'est les séparatistes qui empêchent les enfants d'aller à l'école. Non, je dirais plutôt, c'est les parents qui ne veulent pas envoyer les enfants à l'école. Quel parent aura le courage, avec tous les balles qui tournent autour de tout le monde, d'envoyer son enfant à l'école? Tant qu'il y a cessé le feu, l'école va reprendre naturellement. Il n'y aura pas de campagne pour que l'école reprenne. On libère tout le monde. Tout cela. Monsieur Bruno, dans les années 80, on a eu des gens qui ont fait peut-être pire. Peut-être, je vais entre parenthèses. Pire que ceux-là ont fait qu'ils soient condamnés au nom de la crise anglophone. Qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Non seulement ils ont été tous libérés, mais certains ont été récompensés avec les postes ministériels. Vous parlez de la tentative du coup d'État du 6 avril 1984. Certains sont, ils ont les postes ministériels, d'autres sont des grandes personnalités au Sénat et un peu partout. Mais on peut faire pareil quand il s'agit des anglophones. On libère tout ce monde et on va utiliser ce monde-là. Parce que c'est eux, la crise c'est eux. Bien qu'ils soient enfermés, les choses ne font qu'empirer. On les utilise pour trouver les solutions. C'est eux qui vont parler à la population et non tous ceux qu'on invite là pour le dialogue. En fait, c'est une grande tontine hein, pour le partage d'argent. Ça ne va rien résoudre. Alors, 400 personnes ont été formellement invitées pour prendre part à ce grand dialogue 380 national. francophones. 380 francophones. Je ne sais pas d'où vous sortez avec vos chiffres. Parce que nous parlons de la crise anglophone, mais nous sommes en train de vivre la francophonisation de la crise anglophone. Qu'est-ce qui a poussé le chef d'État de sortir un grand discours, parce que depuis combien de temps? 4 décennies. On n'a pas vu le chef d'État faire des discours en dehors de ces 2 discours. Oui, mais quand vous avez 2000 morts sous la main, 500 000 de vos compatriotes qui sont déplacés, il fallait bien qu'ils bougent un jour. Il fallait attendre 2000 morts. Alors que lorsqu'il y a des petits incendies un peu partout, le monde entier, où il y a 2 ou 3 morts, où il y a juste les gens qui sont un peu... ils reçoivent juste des petites égratignures, on parle. Mais pour le peuple camerounais, il faut 2000 morts. Donc, il a sorti ce discours pour la crise anglophone. Mais on s'attendait à ce que le peuple, permettez, je mets en parenthèse, le peuple anglophone soit invité de préférence devant le Premier ministère. En fait, si le Premier ministre sert même à quelque chose. Et non les délégations RDPC gauche, RDPC droite, RDPC Kondengui, pour venir faire quoi? Grand tontine de partage de l'argent, nos ressources. Alors, 400 personnes, je le disais tout à l'heure, sont attendues. 8 commissions ont été mises en place pour ce grand dialogue national. Je vais vous les citer. La première commission, bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale. La deuxième commission, système éducatif. Troisième commission, système judiciaire. Quatrième commission, décentralisation et développement local. Cinquième, reconstruction et développement des régions en crise. Sixième, retour des réfugiés et des personnes déplacées. Septième, désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Et enfin, rôle de la diaspora dans la contribution au développement du pays. Alors, laquelle de ces commissions vous semble la plus proche des préoccupations des anglophones que vous côtoyez au quotidien dans le cadre des activités de votre fondation, la fondation AYA? Aucune de ces commissions reflète la réalité, aucune de ces commissions. Je vous écoutais attentivement parce que je voulais écouter. Même pas la commission sur le retour des réfugiés et des personnes déplacées? Pendant la guerre, alors que la guerre continue. J'attendais au point, j'écoutais attentivement pour entendre quelque chose comme commission de cesser de feu, fin de violence. Donc, les réfugiés vont rentrer pour se faire tuer. L'éducation, j'ai entendu un truc, éducation. En pleine guerre. Système éducatif. En pleine guerre. Le bilinguisme, je ne sais même pas d'où ça sort. Mais peut-être que... Ça démontre que nous avons même un pays qui n'existe pas. Alors, parce que la constitution de notre pays parle du bilinguisme. Comment ça fait qu'on revient à ce fondamentaux après 3 à 4 décennies? C'est insultant. Alors, la 7e commission Aya Abiné parle de désarmement, de mobilisation et réinsertion des ex-combattants. On désarme avant qu'il y ait cessé de feu. Ça n'existe nulle part au monde entier. Il y a d'abord une déclaration de la fin de la guerre. La guerre a pris fin ce jour au peuple camerounais. On s'est trompé. On a gaspillé les ressources de l'État. En fait, maintenant, désarmons-nous et passons au dialogue. C'est toujours comme ça.
Mais nous sommes dans un pays extraordinaire. Nous frôlons les chroniques sur les... En fait, c'est incroyable. Oui. Ça passe par une déclaration de cessez-le-feu. Après cela, toutes les commissions là peuvent... En fait, comme je disais tantôt, ça c'est le gaspillage de l'argent du contribuable. Cette grand dialogue ou quoi que ça ne va rien résoudre. Rien du tout. Je vous assure qu'après ce dialogue, il y aura peut-être... vous allez entendre un truc comme peut-être 10 milliards a été dépensé pour créer des commissions, les pendièmes, l'argent des taxis et toutes ces bêtises-là. Bon, la peine n'a pas de prix. Hein? Non, absolument. L'argent là va construire les hôpitaux. L'argent là sera utilisé pour construire toutes les maisons qui ont été incendiées, les villages au nord et au sud-ouest. Pas pour les commissions, pour que les gens viennent. Il y a justement une commission qui est prévue sur la reconstruction des zones sinistrées. En pleine guerre. Ouais. En pleine guerre, on passe à la reconstruction de tout ce que nous avons capté. Non, c'est stupide. Ouais. Alors, quelle est la situation sur le terrain, Aya Abine? Vous qui revenez, je rappelle que vous êtes venu spécialement pour cette émission ici à Yaoundé, je vous en sais gré. Quelle est la situation réelle sur le terrain? Au-delà du discours officiel, vous êtes là au quotidien avec les populations. Comment ça se passe? C'est extrêmement chaotique, c'est pathétique. De nos jours, nous avons répertorié au minimum, environ, je serais très modeste, hein, oui. 60 000 de nos citoyens qui se sont déplacés, ils se réfugient au Nigeria. 60 000. Et après 3 ans, il faut 3 ans pour que le chef de l'État reconnaisse que ses citoyens se réfugient dans un autre pays. Et depuis 3 ans, même un chef traditionnel, voilà les gens qui veulent faire revenir les réfugiés au Cameroun. Même un chef traditionnel n'a pas mis pied au Nigeria, ne serait-ce que pour saluer les citoyens, pour leur dire que nous pensons à vous. Donc ça fait 3 ans. Le chef d'État, silence total. Nous avons dans les brousses, en plein brousse, au minimum 70 personnes qui se réfugient en pleine forêt. Environ 70. Nous avons des centaines de milliers de nos citoyens, nos compatriotes de l'expression anglaise, qui se réfugient dans la partie francophone du pays. Et tant que la guerre ne prenne pas fin, la situation ne va que s'empirer. Donc nous pouvons former toutes les commissions dont nous voulons. Même commission partage d'argent à la primature. Tant que nous ne mettons pas fin à cette guerre, on perd le temps et on perd les ressources. On n'a même pas assez d'argent. L'argent est fini dans le pays. Il n'y a plus d'argent, M. Bruno. Je ne sais pas si vous trouvez facilement l'argent. Même les Bayam Selam n'arrivent même plus à rembourser les gens parce que même les pièces n'existent plus. Bon, les Chinois ont pris pour eux parce qu'ils font ce qu'ils font là. Ouais. Et le reste est utilisé pour financer la guerre au sud. Mais, monsieur Bruno, il y a ce que les Anglais disent souvent. The police is your friend. Yeah. C'est une expression très forte. En période de crise, entre nous, les citoyens, on n'a pas besoin de l'armée. Mais on ressort l'armée contre les pays voyous qui veulent déranger. On était dans une situation de guerre contre le Nigeria. On a privilégié le dialogue. Le grand monsieur Kamto, malheureusement, nous sommes dans un pays extraordinaire. Monsieur Kamto se retrouve en prison pour presque, entre parenthèses, rien du tout. Le grand monsieur Kamto a piloté ce dialogue national. Et entre nous, à aucun moment avons-nous pensé au dialogue. On a préféré employer l'armée contre les civils. C'est extraordinaire. Dans une situation de crise entre Camerounais, c'est la police dont on a besoin. Parce qu'ils font dans le renseignement. Ils sont plus aimés par la population. Je vous dirais quelque chose qui va vous choquer. Chacun de nos soldats, chaque soldat là-bas est considéré par la population comme un ennemi. Ils peuvent faire semblant de sourire avec les soldats. Mais c'est un ennemi, entre parenthèses, à battre. C'est grave ça. Il va falloir, même si nous disons stop aujourd'hui, j'espère qu'ils le feront un jour. Et bientôt, le plus tôt possible. Même si on dit stop aujourd'hui, il va falloir une éducation, une rééducation profonde qui va susciter les religieux, les psychologues, les médecins, en fait le monde entier, pour que cette harmonie qui régnait entre le peuple, entre parenthèses, anglophone, et nos soldats reviennent. Il va falloir beaucoup de temps, peut-être 2 décennies. Pour nous résumer dans votre propos, donc on aurait dû commencer avant ce grand dialogue national par le cessez-le-feu et la libération des prisonniers anglophones qui pour vous sont les meilleurs interlocuteurs ou alors les meilleurs représentants des sécessionnistes. Absolument. On commence par
un cessez-le-feu. Il faut cesser de s'entretuer. Les militaires tuent les civils tuent nos soldats. Avons-nous un seul instant pensé à toutes ces familles de nos soldats qui tombent? Si on pense à eux et on pense surtout à nos soldats, on va déclarer cessez-le-feu. D'abord, avant de passer au dialogue. Puis, on libère tous les prisonniers anglophones. C'est eux qui sont les interlocuteurs des armées, des groupes armés là-bas, tous ces séparatistes. C'est eux, et non le Christian Tomi, les délégations RDPC monter, descendre. Même pas M. Bala, il n'est pas écouté. La crise a dépassé le niveau des modérés. Et non seulement eux, il faut aussi libérer tous les membres du MRC qui sont là-bas. Bref, moi je pense même que si nous cherchons des médiateurs, il faut utiliser les gens comme les membres du MRC. Parce qu'ils sont plus aimés là-bas que notre gouvernement, qui a tout perdu depuis 3 ans. Ils ont tout perdu. Mauvaise décision après mauvaise décision. Au début de la crise, est-ce qu'il y avait des groupes armés? Ça a le temps de se poser cette question. Nous avons un gouvernement qui écoute personne, même pas les ministres et les députés. Ils écoutent personne. Le seul discours qui leur plaît, c'est le discours de la violence, le discours de la guerre. Donc on libère tout le monde, avec les membres du MLC. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font quoi là-bas? Au nom de quoi? Dans un autre pays, M. Kamto sera vénéré comme un dieu. Malheureusement, nous sommes dans un pays où on vénère et on prend pour modèle les voleurs, les charlatans. Aya Biné, merci. Merci à vous, M. Bilon. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne Naya TV. Je vous donne rendez-vous très vite. Merci.